Bienvenue à vous tous. En début de journal, nous serons à Bakou, en Azerbaïdjan. Le vice-président de la République est dans cette ancienne République soviétique pour un sommet sur le climat. En marge de la COP29, Timo Komélié-Koné a pris part ce mercredi à une rencontre de haut niveau sur la comptabilisation du capital naturel et la réévaluation de la richesse verte des pays. Des porteurs de projets dans le domaine agricole sont heureux de recevoir des chèques pour le financement de leurs activités. Ils sont au nombre de 238 pour un montant de plus de 8 milliards de francs CFA. Les domaines d'intervention sont variés. Il s'agit notamment de la culture du manioc, le maraîcher et l'aquaculture. Remise de chèques en présence du Premier ministre Robert Begré-Mandé. Et puis, ils viendront raffermir les liens de coopération entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. 2 protocoles d'accord viennent d'être signés entre Jessica Davis-Ball, l'ambassadrice des USA en Côte d'Ivoire, et Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Résultat, la formation des personnels de l'armée ivoirienne et la dotation en engins roulants. Bonjour à tous, on démarre avec l'agenda du vice-président de la République qui est en Azerbaïdjan pour la COP29 sur le climat. En marge de l'événement, Timo Komélié-Koné a pris part aujourd'hui à une rencontre de haut niveau sur la comptabilisation du capital naturel et la réévaluation de la richesse verte des pays. Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, à Bakou, en Azerbaïdjan, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timo Komélié-Koné, a pris part à la rencontre de haut niveau sur la réévaluation de la richesse verte de l'Afrique, organisée en marge du sommet mondial sur le climat. Cette thématique s'impose à notre continent en ce moment bien particulier où le monde peine à s'accorder sur un niveau de ressources climatiques à la hauteur des besoins d'adaptation de l'Afrique aux effets des changements climatiques. En février 2024, le 37e sommet de l'Union africaine, après avoir constaté que le PIB ne donne aucun élément sur l'apport des ressources naturelles à la richesse des pays, a décidé de mettre l'accent sur la nécessité d'intégrer le capital naturel à son évaluation. Une vision soutenue par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, qui n'a pas manqué de réaffirmer le soutien et l'engagement de la Côte d'Ivoire. Nous devons approfondir la réflexion pour nous assurer que l'intégration de cette richesse ne soit pas qu'un simple exercice statistique, mais qu'elle génère réellement des revenus effectifs. Elle doit impacter l'essor économique et profiter aux populations en améliorant leurs conditions de vie, notamment celles des jeunes et des femmes. L'Afrique ne pourra pleinement bénéficier d'opportunités comme celles offertes par le marché du carbone que si elle parvient à influencer les prix, le prix de la tonne de carbone et à contrôler l'évaluation de son potentiel. Nous devons donc accélérer la recherche et l'innovation en adoptant une approche inclusive, impliquant à la fois le secteur public, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers afin d'identifier et de déployer les solutions durables. Timo Komélié-Koné a pour finir appelé les Africains à tirer meilleur profit du mécanisme des crédits carbone qui offre d'énormes opportunités grâce à la richesse verte. Un autre mécanisme de financement pour lutter contre les changements climatiques a évoqué à la COP29 lors d'un panel. Ce sont les guichets climatiques mis en place par la Banque mondiale pour soutenir les pays en développement. Le ministre Jacques Assaoré a plaidé pour l'augmentation des financements des projets d'adaptation liés au changement climatique. Kraskando, Adam Sangari. Les pays africains bénéficiaires du nouveau mécanisme de financement climat ont été informés sur les opportunités de ce mécanisme innovant mis en place par la Banque africaine de développement en 2023. Plusieurs ministres africains ont profité de cette opportunité pour faire des plaidoyers au profit de leurs pays respectifs. Le guichet d'action climatique représente une opportunité cruciale. En tant que plus grande réserve des projets d'adaptation d'Afrique, il doit être un instrument de transformation pour nos communautés vulnérables. Nous sommes satisfaits parce qu'avec ce fonds-là de la BAD, ce sont vraiment les pays africains qui sont au volant
du fonds, c'est nous qui décidons les projets que nous voulons financer, c'est nous qui décidons les entités avec qui nous voulons travailler, contrairement à ce que l'on reproche aux gros fonds traditionnels. Le ministre Jacques Assaoré Conan, quant à lui, souligne la nécessité d'accroître le financement pour les projets d'adaptation. La Côte d'Ivoire fait partie des premiers pays bénéficiaires de ce guichet, avec un financement d'un peu plus de 7 milliards de dollars. Ces fonds, nous allons les destiner au financement de la résilience de nos populations. Il y a des fonds qui sont disponibles, mais la mobilisation des ressources est difficile pour un certain nombre de raisons. Je voudrais que la BAD en tienne compte pour ne pas que ce fonds subisse le sort des autres fonds. Nous, les Africains, nous appelons au financement de nos activités. La recherche de financement à bas coût pour les projets de lutte contre les changements climatiques en Côte d'Ivoire reste un objectif primordial pour le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Conan. Et sur place en Côte d'Ivoire, c'est un processus qui débouche sur le financement de leurs projets en lien avec le projet de développement des chaînes de valeur vivrières initié par le gouvernement. 238 personnes ont reçu des chèques pour un montant de plus de 8 milliards de francs CFA. Remise de chèques en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. À Yamoussoukro, retrouvons Franck Akwadio. Yamoussoukro, capitale politique, théâtre ce jour de l'autonomisation financière agricole. 283 entrepreneurs constituant la deuxième cohorte du fonds à coût partagé du projet de développement des chaînes de valeur PDC2V reçoivent leur chèque en présence du Premier ministre. Un soulagement pour Sabine qui peinait à développer son activité piscicole. Un prêt d'un montant total de 194 251 950 francs CFA. Mais surtout, c'est un grand défi. C'est bien beau de recevoir le financement, mais il faut pouvoir l'utiliser conformément à ce que vous avez demandé. Dame Kouadio, elle, 2 années plus tôt recevait son financement. De même, ses structures de formation, et ce, dans le cadre de la première cohorte forte de 109 bénéficiaires en août 2023. 163 millions. Voilà, pour ce projet, nous avons d'abord produit plus dans le vin, vu que nous sommes spécialisés dans le vinage, et aussi augmenter la quantité des larves au niveau de la protéine animale. Donc avec ces 59 millions, nous avons construit l'unité d'Ateke, on l'a équipée, et puis nous avons amélioré le système agricole au niveau du maraîcher. Le PDC2V, mis en œuvre par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, bénéficie à 85% du financement de la Banque mondiale. Créer des emplois sur le sol de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà le défi que le pays a. Voilà le défi que nous, vos partenaires, avons avec vous. Les PME encouragent donc à être créateurs d'emplois à travers le PDC2V qui met en avant la chaîne de valeur autour du manioc, de l'aquaculture et des maraîchers. Le ministre Kobedan Kwasi Adjoumani note pour sa part l'engouement croissant des entrepreneurs agricoles. Il s'agit aujourd'hui de la deuxième vague de bénéficiaires. Il y a encore des ressources à mettre à votre disposition. Les enregistrements et les sélections se poursuivent. L'État a mis des fonds à votre disposition. Une opportunité unique à saisir et tâchez d'en faire bon usage. Des raisons de se satisfaire car le vivier du producteur pour l'autosuffisance alimentaire de demain se densifie et ce, de façon qualitative comme le relève le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé. Un projet structuré pour aider véritablement ceux des nôtres et celles des nôtres qui ont envie que la Côte d'Ivoire soit championne d'Afrique dans le domaine agricole. Quand on voit nos femmes de Boisflé, de Yamoussoukro, d'Aboisseau, de Korogo, d'Odiéné, de San Pedro, de partout, capables de produire des maraîchers de grandes quantités et de qualité, ne peut-on pas rêver de voir la Côte d'Ivoire champion d'Afrique dans ce domaine. C'est pourquoi j'ai tenu à venir ici ce matin pour vous dire qu'ensemble, auprès du président Alassane Ouattara,
La Côte d'Ivoire doit devenir champion d'Afrique de l'agriculture partout et en tout temps. Des cohortes mis en mission, notons qu'un fonds de plus de 160 milliards de francs CFA a été mobilisé pour la mise en œuvre de l'initiative dont la cohorte 2 bénéficie d'une enveloppe de subventions à hauteur de plus de 8 milliards de francs CFA. Les chèques remis ces jours oscillent entre 20 et 274 millions de francs CFA par bénéficiaire. Voilà, très belle initiative pour ouvrir les portes de l'emploi et favoriser la cohésion sociale chère aux yeux de la grande chancelière honoraire de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté. C'est ce qu'a décrit le nouvel archevêque d'Abidjan, mon cardinal Ignace Bessi-Dobo, reçu en audience à la résidence de la grande chancelière honoraire à Cocody. Souleymane Donisongou. Monseigneur Ignace Bessi-Dobo, le nouvel archevêque métropolitain d'Abidjan chez la grande chancelière honoraire de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté. Il est porteur d'un message de reconnaissance et de gratitude. Il convenait qu'en tant qu'archevêque d'Abidjan, je puisse rencontrer les autorités du pays pour que le rapprochement, la communion nous aide à mieux servir l'Église et aussi à mieux servir le pays. C'est dans ce cadre-là que je suis venu rencontrer la grande chancelière qui a bien voulu m'accorder cette audience. Et nous avons échangé sur la vie de l'Église, la vie du pays, pour voir comment travailler à faire avancer la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement, sur le chemin de la paix et de la cohésion. Henriette Dagri-Diabaté a exprimé tous ses encouragements à son hôte pour ses nouvelles fonctions. Je tiens à lui dire merci. Et à dire merci à l'Église qu'il ait pensé à nous. Et puis je tiens à dire que je suis heureuse d'être la mère, comme je l'ai senti tout à l'heure, de ceux qui pensent à moi, qui pensent aux femmes, qui pensent aux enfants, à toute la Côte d'Ivoire. Monseigneur Ignace Bessi-Dobo a été créé cardinal le 20 mai 2024 par le pape. Il se rendra à Rome en décembre prochain pour recevoir les insignes liés à ses nouvelles fonctions. Une autre rencontre, cette fois en politique, ce mercredi, c'est la Commission électorale indépendante CEI qui a accueilli à son siège une délégation du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI. Plusieurs sujets sur la table des discussions, entre autres la révision de la liste électorale et l'inscription de l'ancien président Laurent Gbagbo sur cette liste. Sidonie Davila. Le recensement électoral, prorogé au 17 novembre prochain, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire plaide auprès de la CEI pour une nouvelle rallonge. On observe ce qu'on appelle anti-griffe, le désert au niveau des centres d'enrôlement. C'est parce qu'il y a un engorgement en amont, un engorgement au niveau de l'administration. Le temps qu'on n'a pas les pièces, on ne peut pas aller se faire enrôler. Nous avons demandé au président de proroger la période de l'enrôlement à 3 mois. Parce que c'est ce qui me semble juste pour que les personnes puissent rentrer en possession de leurs pièces. C'est à l'étude. Nous avons demandé aussi au président de programmer une révision électorale, la liste électorale en 2025, comme c'est prévu par la loi. C'est aussi en étude. Donc l'audit de la liste électorale dont nous avons parlé aussi, pour lesquels le président ne voit pas d'inconvénient, il faudra chercher les modalités pour y arriver. 2 autres points aussi importants sont portés sur la table de la Commission électorale indépendante ce mercredi. Le sort du représentant du parti au sein de la CEI et l'inscription de son leader, Laurent Gbagbo, sur la liste électorale. Nous avons rappelé les dispositions de la Constitution qui font qu'il y a certaines choses que nous pouvons faire, il y a d'autres choses que nous ne pourrons pas faire immédiatement, peut-être dans le long terme. Mais toujours est-il qu'au sorti, pour ce qui est du premier point, au sorti de cette discussion, on s'est accordé sur des points qui seront améliorés pour ce qui est de la compétence de la Commission électorale indépendante. Nous avons donc pris l'engagement d'informer toutes les autorités impliquées dans le processus électoral, directement ou indirectement, afin qu'une solution idoine soit trouvée. Pour ce qui est de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale, vous savez, il y a ce que le droit dit et il y a ce que la convenance humaine requiert. Donc je crois que nous nous sommes compris. Pour ce qui est du 3e point,
l'inscription du représentant du PPACI sur la liste électorale. La commission électorale est ouverte, tout se fait dans le consensus. Elle fonctionne aussi bien sur la loi que sur les accords politiques. Si un consensus a été trouvé sur la plupart des points abordés, les deux partis, la CEI et le PPACI, ont convenu de poursuivre les discussions. Et au sortir des discussions, on s'attend toujours aux résultats, pourquoi pas des accords. Justement, ceux-ci viendront raffermir les liens de coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. 2 protocoles d'accord viennent d'être signés entre Jessica Davis-Ba, l'ambassadrice des USA en Côte d'Ivoire, et Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Walter Amadou Ouattara, notre reporter, nous dévoile le contenu. Échange de parapheurs entre Jessica Davis-Ba, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, et Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Juste avant, une signature de 2 protocoles d'accord a renforcé le partenariat qui existe déjà. Les 2 programmes représentent une étape très importante de notre coopération pour protéger les soldats. Le don de 12 véhicules blindés de transport de troupes et la formalisation d'un programme de formation à long terme pour les soldats de FACI déployés au nord. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire travaillent en collaboration pour investir dans le peuple, pour promouvoir la paix et pour accroître la prospérité partagée. Reconnaissant de cette solidarité américaine qui arrive dans un environnement sécuritaire sous-régional menacé par le terrorisme, le ministre d'État, ministre de la Défense, promet une bonne utilisation des équipements qui seront reçus. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, nous félicitons de l'excellence des relations bilatérales entre nos 2 pays. Au vu des menaces actuelles, ces équipements sont indispensables pour accomplir les différentes missions de sécurisation, de protection et de défense de notre territoire. Récemment, les États-Unis ont décidé de prépositionner 2 aéronefs d'évacuation médicale qui pourraient sauver la vie de certains de nos soldats en mission, notamment dans la lutte contre le terrorisme et les bandes criminelles, ce dont nous nous réjouissons. D'ici 2028, plus de 6 000 soldats ivoiriens et 1 500 infirmiers de combat verront leur capacité renforcée grâce à ces accords de partenariat. Voilà, la Côte d'Ivoire ouverte sur le monde, la Côte d'Ivoire qui ouvre également ses bras à ses enfants dans les autres pays. À l'occasion du forum de la diaspora, initié par le Sénat, notre reporter Kader Sogodogo nous fait remarquer que certains Ivoiriens ont réussi leur retour au pays. D'autres sont encore en réflexion. Suivant. Annabelle Brou fait partie de cette diaspora ivoirienne qui a repris le chemin du retour au Bercail. Je me suis rendu compte que j'étais totalement dépaysée. Je n'avais personne vers qui me tourner justement pour pouvoir créer mon entreprise. Je suis tombée sur un notaire correct par la grâce de Dieu qui m'a aiguillée, mais par la suite, les longueurs administratives. Comment trouver un marché? Comment être inscrit au patrimoine de l'État pour pouvoir faire partie des fournisseurs de l'État? C'était un parcours du combattant. Fort de cette expérience, elle souhaite la mise en place d'un cadre unique pour faciliter le retour de tous ceux qui voudraient revenir à la maison pour y investir. Donc on crée une entité unique, une sorte de guichet unique pour les Ivoiriens de la diaspora, où en ce sein, ils pourront se loger, trouver des bureaux, ils pourront par la suite être aiguillés dans les différents domaines parce qu'on a des pépites. Certaines sont encore hésitantes. L'envie de revenir est une réalité. Nous avons une forte envie de revenir dans notre pays. Nous avons une forte envie de venir investir, de rencontrer des opportunités qui nous attendent dans nos pays. Mais le problème, c'est que nous sommes confrontés à des défis tels que la mise en relation avec l'opportunité locale. Serge Parfait Diomant est dans le domaine de l'hydrocarbure. Il est venu de l'Azerbaïdjan pour participer au forum de la diaspora ivoirienne. Il est un modèle de réussite. Permettez-moi déjà de remercier le prix d'excellence international Marie-Laure d'Ivoire qui m'a révélé à l'État de Côte d'Ivoire. Et à travers ce prix, j'ai été honoré, appelé par le gouvernement ivoirien pour pouvoir participer à la phase 1 du projet Baleine.
Donc on se retrouve en Azerbaïdjan, en Inde, aux Caraïbes, un peu partout dans le monde, quand on a le grade d'expert international. La Côte d'Ivoire dispose de 14 districts autonomes. Pour le ministre-gouverneur Gaoussou Touré, la diaspora ivoirienne reste un partenaire privilégié. Pour les districts, c'est éminemment important parce que nous avons beaucoup d'expertise au niveau de la diaspora et il faut que nous communiquons sérieusement sur les différents projets et programmes. Rôle des ambassadeurs, consuls généraux et autres acteurs dans la mobilisation de la diaspora, l'industrie culturelle, sportive et diaspora, des panels très attendus au cours de ce forum. L'actualité ce mercredi nous mène à Djamé, où les commerçants du parc à bétail sont sommés de rejoindre un nouveau site en construction à Anyama. Si certains ont franchi le pas, d'autres hésitent encore à partir. Plusieurs problèmes sont soulevés. Jean-Luc Bambou nous en parle. Ici, au parc à bétail d'Adjamé, l'heure est aux interrogations. Depuis la mise en demeure du district d'Abidjan, les commerçants savent qu'ils doivent quitter les lieux pour rejoindre le nouveau marché d'Anyama. Un marché plus moderne, mais qui suscite aussi des inquiétudes chez Mohamed. Et nous devons trouver un site à Anyama, mais le site a un petit problème. Le problème qui est là-bas, selon les dimensions des parcs, là, c'est ce qui nous gêne beaucoup. Les parcs là, ils sont petits pour un camion qui quitte au Mali ou même Burkina pour débarquer. Souvent, là, 200 têtes, 250 têtes, c'est petit. Tu vois, eux, le prix d'enclos, quand on parle de 500 000, c'est ce qu'on demande l'État de Côte d'Ivoire de diminuer pour nous. Inch'Allah, si Dieu le veut, Anyama, là, on sera là-bas. Personne n'a dit ici qu'il ne veut pas partir à Nyama. Il n'y en a pas ces personnes-là ici. Pas contre le déménagement, mais besoin d'un accompagnement pour que cette transition se passe bien, selon Souleymane Bakayoko. On veut que le site n'a qu'à être propre. Quand le site est propre, on sait que bon, on est dans la sécurité, tout est propre, on s'en va regarder le site et puis voir que tout est bien organisé. On se lève, on s'en prend. Donc ça a trouvé que nous-mêmes on est pressés pour aller. À Anyama, les travaux avancent, mais le marché est encore en chantier. Un site de près de 200 hectares, certains commerçants viennent déjà pour explorer les lieux et se préparent à la transition. Le coin, on ne peut pas dire que ce n'est pas bon. Mais tout le début, c'est un peu dur. Mais à la fin, ça va aller. Ce que nous demandons seulement de revoir les prix pour que tout le monde ait accès à un enclos. Parce que le vent des moutons, ce n'est pas facile. D'autres, comme Youssouf Seri, ont déjà franchi le pas. Il est l'un des premiers à s'installer ici. En tout cas, si c'est bon. C'est bon. Mais ce n'est pas fini. Hein. Je n'ai pas fini le travail d'abord. Il devrait nous laisser le temps. Parce que dès que s'ils sont finis net, non, on va venir. Pour le président de l'interprofession bétail-viande, gros ruminant de Côte d'Ivoire, cette relocalisation est une étape essentielle pour moderniser le secteur. C'est où il y a les hommes, c'est là-bas il y a bonheur. Quand les gens vont déménager à Nyama, un mois après, tu vas pas trouver, toi-même tu vas pas trouver que le coin a changé. Mais est-ce que normalement, si ce n'est pas parce que on a en Afrique là, est-ce que les animaux doivent vivre avec les gens? C'est ce que les gens n'ont pas compris. Et c'est ce que le gouvernement est en train de donner comme explication. Parce que les animaux, ils sont liés à part, les hommes, ils sont liés à part. Tu vas partir en France comme ça, tu ne vas jamais voir un mouton en ville, hein? Mais la viande ne manque pas. Donc à Nyama aussi, la Côte d'Ivoire a changé, le pays là a évolué, et il faut qu'on respecte la vision du gouvernement. Et tout ce que l'État est en train de faire, c'est des services qu'il est en train de rendre à la population. Entre impatience et incertitude, le défi pour les commerçants reste de pouvoir continuer leur activité dans de bonnes conditions. Les projecteurs de l'actualité braqués ce soir sur la ville historique de Grand-Bassam. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Romac, et le directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO se sont imprégnés du projet de restauration de l'ex-hôtel des Postes et Douanes, désormais la Maison de l'Art, et les travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Komoï. On voit cela avec Souleymane Denisongou. Classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, la cité des Grand-Bassam poursuit la restauration de ses édifices. Sur le site de l'ex-hôtel des Postes et Douanes, le directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO, Elundung Assamo Lazare, est venu se rendre compte de l'avancée des travaux de la future Maison de l'Art. Elle est le fruit d'un partenariat public-privé. La fin des travaux est prévue pour le premier trimestre 2025. Soucieux des effets de l'inondation subie par la ville, la délégation a pu s'imprégner de la fin des travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Komoé.
La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Rimac et son hôte se sont ensuite rendus chez le roi où ils ont fait le point de leur collaboration. Très ému par l'accueil et aussi par l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à préserver les sites du patrimoine mondial. J'ai visité le site du patrimoine mondial de Conques. Là, nous sommes à Grand Bassam. J'ai vu l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire pour vraiment préserver ces sites qui sont irremplaçables aujourd'hui pour l'humanité. Nous sommes venus aussi consacrer la vision du président de la République qui a souhaité que notre patrimoine, nos traditions et les garants de nos traditions soient reconnus. Et c'est ce qu'il a fait très rapidement en consacrant la Chambre des rois et des chefs traditionnels parce que conscient de ce que nos valeurs qui sont portées par la culture et qui sont portées par le patrimoine culturel autour de la paix, de la cohésion, du vivre ensemble qui lui sont chères, sont importantes. Au palais royal du peuple Nzima Kotoko, la délégation a rendu les civilités au roi et Lundou Assamou Lazare est élevé officier dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Il a été baptisé Kwasi, membre de la famille Mvabile, recevant ainsi les attributs dignes d'un fils du peuple Nzima. Et c'est la marque des peuples de Côte d'Ivoire, le pays de l'hospitalité et de la paix durable que souhaite l'association interreligieuse pour la paix et le développement qui a initié une séance de prière à Grand Bassam. On voit cela avec Parga Sorokone. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Cette assertion du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, source d'inspiration pour l'association interreligieuse pour la paix et le développement AIPD. À sa tête, le président du COSIM régional du Sud Comoé, Cheikh Moussa Dramé. Les responsables de cette association initient alors une cérémonie de prière et de bénédiction à Grand Bassam pour la stabilité et pour des élections apaisées en 2025. Occasion pour Cheikh Moussa Dramé de dresser le bilan de ses actions de sensibilisation relatives à l'enrôlement des nouveaux majeurs sur la liste électorale non sans inviter ses fidèles et la communauté musulmane dans son ensemble à privilégier le vivre ensemble. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier le premier responsable de la commission électorale indépendante qui nous a fait confiance et nous a donné 2 lettres d'accréditation. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons fait appel à nos autorités. Elle est venue ensemble pour que nous puissions confier le reste de cette mission à Dieu le Tout-Puissant. À cette cérémonie, les représentants du préfet, du conseil régional et de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire ont encouragé l'initiative. Pour éviter les foyers de tension pendant l'échéance de la présidentielle d'octobre 2025, l'homme des dieux a invité guides religieux, fidèles et populations à multiplier des actions de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire pour un climat apaisé. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, État non reconnu par la communauté internationale depuis sa cession avec la Somalie en 1991. Le Somaliland élit son président. Le scrutin a lieu au moment où une souveraineté apparaît envisageable grâce à l'appui de la future administration américaine. Et justement, aux États-Unis, Donald Trump a déclaré ce mercredi que la transition avec Joe Biden serait la plus fluide qui soit au début d'une réunion à la Maison-Blanche avec le président sortant. La politique, c'est dur et souvent, ce n'est pas un monde très agréable, mais c'est un monde agréable aujourd'hui. Je suis reconnaissant, a dit le 45e et bientôt 47e président américain après avoir serré la main de Joe Biden dans le bureau ovale qu'il occupera pour la seconde fois à partir du 20 janvier prochain. Merci à toutes les équipes qui nous ont aidés à présenter ce journal. Dieu vous garde. Bonsoir.